Que ce soit sur le marché de Saint-Job ou dans le quartier d'Émarolles, ce matin, c'est l'heure du débriefing élection. Ce matin, j'ai entendu que c'était un peu l'alerte rouge et que tout le monde s'échauffait. Non, ce décalage entre le nord et le sud, ça c'est très surprenant. Ça fait un peu peur aussi. Qu'est-ce qui va se passer avec la montée de l'extrême droite avec les Flamands? C'est triste, ça fait peur et je pense qu'on doit se questionner aujourd'hui sur la société qu'on vit. Et bonjour les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui fera partie de la playlist Café du Commerce que je viens de lancer sur la chaîne. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, la playlist Café du Commerce, des sujets un peu moins travaillés que dans les vidéos principales, que de gesticulation après le 26 mai. À juste raison d'une part, quand même, il ne faut pas se le cacher, et on est un petit peu ici pour tirer des enseignements de ce 26 mai. On est là pour voir un petit peu quels sont les problèmes qui se posent en Wallonie, en Flandre, même si je ne connais pas spécialement plus que ça le monde médiatique flamand. Au cas où vous sortiriez d'une grotte, on se retrouve avec un Vlaams Belang à 18%, des partis traditionnels en chute, un PTB en remontée, voilà, et un contexte européen aussi qui est en train de bouger. On a le parti du Brexit qui arrive en tête des élections au Royaume-Uni avec 32,5%. Donc voilà, quels sont les enseignements à tirer de ce 26 mai ? Ah oui, d'ailleurs, l'inspiration soralienne du fauteuil et tout, ouais, j'avais envie, et puis c'est plus posé que mon fauteuil de bureau qui passe son temps à craquer. Il faut le savoir. Voilà. De la baisse de résultats des partis traditionnels, on va essayer de comprendre aussi pourquoi. Donc PSMR CDH en fait se sont pris, on va se le dire franchement, une grosse fessée, même une très belle fessée. Alors il y a plusieurs pistes selon moi déjà, c'est qu'ils respectent absolument pas leurs engagements en fait. Et le PS a énormément trahi sa base idéologique. D'ailleurs je vais vous mettre ici en description, et je vais vous afficher ici un article qui est une lettre d'un adhérent socialiste à son arrière-grand-père, et c'est voilà, c'est tout à fait parlant. Un parti socialiste belge n'est plus socialiste en fait. Ils sont en fait, ces trois partis-là sont dans le même consensus du libéralisme mou, du néolibéralisme mondialisé, tel qu'imposé par le cadre européen, notamment. Pas que, mais notamment par le cadre européen. Je vais pas faire mon monomaniaque ici. Donc je disais une trahison idéologique, une trahison de la base militante du coup, et la preuve en est, il y a énormément de militants, à mon avis, qui se barrent des partis traditionnels, ce que je peux largement comprendre, et notamment beaucoup d'adhérents PS s'enfuient vers le PTB. Je pense qu'ils ont quand même plutôt raison au niveau idéologique, parce que le PTB est plus socialiste que le Parti Socialiste lui-même. Aussi, comme je disais, les gens aussi en ont un petit peu marre de voir toujours les mêmes têtes. Je tiens quand même à dire une chose, j'ai 20 ans, j'étais à peine né, Elio Di Rupo avait déjà été ministre. En Belgique, il y a un népotisme assez fascinant. On a les Michel qui sont là, Louis Michel, qui est là depuis longtemps, qui maintenant pantoufle à l'Europe, Charles Michel aussi, qui à tout un moment avait hésité à se présenter en candidature de la Commission européenne. Donc on se retrouve au final avec un népotisme, et les gens en ont plein le cul de ce fonctionnement dynastique. Il manquerait plus que Di Rupo fasse des enfants, on se retrouverait avec une dynastie Di Rupo. Bon, a priori, c'est pas prévu. Bon, il y a un ras-le-bol complet aussi de cette classe politique qui est là depuis des années et qui n'arrive pas à redresser la situation. Et on a une remontée de ce qu'on pourrait carrément appeler les démons de la démocratie à la belge. Tout comme on parlait de Jean-Marie Le Pen comme étant le démon de la République, on peut carrément parler du PTB, du Vlaams Belang, PVDA en Flandre. On peut parler d'eux comme étant les démons de la démocratie belge. Alors pourquoi est-ce que ce sont les démons de la démocratie belge ? La différence entre PTB et Vlaams Belang aussi se situe en termes de discours par rapport aux minorités religieuses. Je vais pas vous l'inventer, le Vlaams Belang est présenté comme étant islamophobe, à tort ou à raison, je suis pas là pour débattre de ça. Même s'il y a beaucoup à dire sur le caractère d'extrême droite de certaines propositions du Vlaams Belang, et aussi sur le caractère même de gauche de beaucoup de propositions du Vlaams Belang. Ce dont très peu de gens parlent au final, mais c'est présent aussi. Il y a un programme social dans Vlaams Belang, ne l'oubliez pas. Le PTB a un discours très islamo-gauchiste, alors c'est une injure pour la gauchosphère de l'internet, mais c'est le cas. Le PTB a un discours islamo-gauchiste, tout comme la France Insoumise. En France, par exemple, il y a une certaine compatibilité avec les nouvelles théories de la non-mixité, etc. Le PTB, par exemple, n'hésite pas à faire alliance avec des listes pro-Palestine, des listes même parfois pro-musulmanes, mais voilà, il y a quand même tout un discours derrière d'ultra-tolérance. Oh, le PTB a beaucoup plus facile de reconnaître l'identité religieuse des musulmans plutôt que l'identité belge, ou flamingande ou wallonne, ce que le Vlaams Belang fait en fait. L'électorat du Vlaams Belang, enfin les points en plus que Vlaams Belang fait, c'est aussi l'électorat flamingant, même beaucoup l'électorat flamingant.
Le Vlaams Belang exalte cette identité flamingande que le PTB n'arrivera jamais à capter, de par notamment son idéologie intermondialiste, de son idéologie marxiste, qui est à l'opposé même de la reconnaissance d'une identité de l'État et d'une identité de peuple. Alors aussi, comparaison qu'on peut faire avec le PTB au Vlaams Belang, qu'est-ce qui se passe quand ils arrivent au pouvoir? C'est en soi très dur de catégoriser le fonctionnement d'un parti d'extrême droite qui arrive au pouvoir. Parce qu'ils ont absolument pas il n'y a pas d'idéologie fixe dans l'extrême droite ou dans la droite radicale. Tous les partis d'extrême droite sont en fait juste d'accord sur une chose, c'est la reconnaissance de l'identité. Sur l'économie, ils sont jamais d'accord. Sur les fonctionnements institutionnels, ils ne sont jamais d'accord non plus. Sur l'euro, ils sont pas d'accord non plus. Donc voilà. Par contre, les partis de gauche, eux, d'extrême gauche, c'est beaucoup plus facile de les catégoriser quand ils arrivent au pouvoir et de voir comment ils fonctionnent. Parce qu'au final, ils se revendiquent quasiment tous du marxisme. Certains ont encore l'audace de se revendiquer du stalinisme ou du trotskisme. Donc voilà, au final, c'est assez facile de catégoriser leur fonctionnement. Mais en général, après, il est vrai qu'un parti d'extrême droite qui arrive au pouvoir a peut-être... Enfin, même pas, ça dépend réellement des tendances. Un parti extrême droite qui arrive au pouvoir a tendance à se calmer en fait. C'est-à-dire, généralement, un parti extrême droite fait souvent alliance avec la droite classique. Par exemple, la NVA à l'époque où elle était beaucoup plus sulfureuse, en Flandre, avait fait alliance avec le CDNV ou l'OpenVLD, je crois que c'était un des deux. Tout comme par exemple en Autriche, avant Sebastian Kurz, mon accent allemand est atroce, Sebastian Kurz, avait fait alliance avec la droite de gouvernement. J'appelle ça la droite de gouvernement parce que, voilà, c'est pas non plus énorme. Et c'est d'ailleurs la question qui se pose en France, beaucoup de gens poussent aussi à une alliance FN les Républicains. Voilà. Donc ça, c'est vrai quand même qu'on peut reconnaître ce point-là, l'extrême droite et la droite radicale en Europe, c'est cette bonification, cette espèce, non, ils mettent de l'eau dans leur vin quand ils arrivent au pouvoir. Ce qui n'est pas le cas de l'extrême gauche. L'extrême gauche, quand elle arrive au pouvoir, malheureusement, c'est la trahison idéologique. Notamment, par exemple, regardez en Grèce avec le parti politique Syriza d'Alexis Tsipras. Tsipras avait dit qu'on allait voir ce qu'on allait voir, qu'il allait renégocier la dette grecque, qu'il allait sortir des traités européens, etc. Comme propose notamment Mélenchon, comme propose le PTB, comme propose Podemos en Espagne. C'est fou quand même. Est-ce que vous sortiriez de l'euro, oui ou non, si vous êtes président? Pourquoi vous ne répondez pas à cette question? Mais oui, mais comment je peux vous le dire plus clairement? Oui, c'est oui, on sortira de l'euro. Non. Quand vous dites Madame Le Pen... Comme proposent tous les mouvements d'extrême gauche en Europe, qu'est-ce qui s'est passé? Alexis Tsipras a tout simplement appliqué les traités européens et a appliqué la politique d'austérité européenne. Pourquoi? Car les obligations juridiques sont faites d'une telle manière qu'on ne peut pas aller à l'encontre des traités européens. Et c'est ça que la gauche a tendance à ne pas comprendre. Il y a déjà cet aspect-là, donc pendant le pouvoir, déjà, ils trahissent leurs idéologies, et puis il y a l'après, l'époque de l'alliance entre le Parti communiste français et le Parti socialiste de François Mitterrand, donc entre le PCF de Georges Marchais et le PS de Mitterrand. Le PS a bouffé le Parti communiste français, et puis après cette expérience du Parti communiste français, cette expérience du pouvoir, le Parti communiste français s'en est jamais remis. Quand on regarde la gueule des dirigeants communistes qu'on a en France, je suis désolé, ça n'a rien à voir avec quelqu'un comme Georges Marchais. Donc c'est un peu ça le problème qui va certainement se passer avec le PTB s'il arrive au pouvoir. Là, je pense quand même pas qu'il arrivera au fédéral, peut-être à la région mais pas au fédéral. Mais voilà, il y a ça aussi, c'est le PTB trahira son idéologie s'il arrive au pouvoir. C'est pour ça d'ailleurs qu'il est en train de tout faire pour ne pas y arriver. Donc voilà, alors pourquoi est-ce que le Vlaams Belang pose problème en fait? Le Vlaams Belang pose énormément de problèmes avec son passé et aussi son présent anti-wallon, ça on va pas se le cacher. Les 12 000 wallons qui ont voté Vlaams Belang, je vais être franc avec vous les gars, vous êtes des cons. Non, je suis désolé, vous êtes des débiles. Vous servez pas votre cause, clairement pas. Mais bon, soit la démocratie, on vote pour qui on veut, je ne suis pas là pour juger les votes des gens. Quoique si, un petit peu. Alors voilà. Et aussi, le Vlaams Belang pose problème parce que c'est un parti illibéral. Alors là, on va me dire, mais non, on va Margoulax, non, le Vlaams Belang est pour la concurrence, le Vlaams Belang est pour détricoter la sécurité sociale. Je parle d'illibéralisme au sens philosophique. Alors, il est illibéral au sens philosophique dans son refus de vénérer la Convention des droits de l'homme, par exemple. C'est la question des droits de l'homme. Je tiens quand même à vous dire une chose, les droits de l'homme, ce n'est jamais que quelque chose d'artificiel. C'est un bout de papier, les droits de l'homme. Et là, c'est un petit peu, on va rentrer un petit peu dans la philosophie, mais c'est en fait le Vlaams Belang, au final, en remettant en cause la Convention des droits de l'homme, en proposant la peine de mort, la castration chimique des pédophiles et toutes ces choses-là, le Vlaams Belang prend parti de critiquer cette société qu'on appelle une société de l'hétéronomie.
Alors pour ceux qui ont des cours de philo, je tiens à vous dire, je vais massacrer Castoriadis parce que je le connais pas complètement non plus. Autonome, c'est ça, il n'y a pas de religion, la religion ne gère pas l'État, en gros en termes pratiques, ce ne sont que des règles posées par l'homme, révisables, améliorables, modifiables, tout ce que vous voulez. Et les sociétés hétéronomes, ce sont les sociétés où il y a tout un cadre religieux, un cadre en fait un petit peu ésotérique au-dessus, quoi, quelque chose qu'on comprend pas. Voilà, pourquoi c'est bleu, c'est comme ça, voilà, il n'y a pas de loi derrière. Une société n'est jamais complètement autonome, et une société n'est jamais complètement hétéronome. Et c'est le cas sur les droits de l'homme. Les droits de l'homme au début c'était un simple bout de papier, mais quand ça a été adopté, c'est devenu une nouvelle religion. Donc voilà, c'est ça aussi, dans cette remise en question de la religion des droits de l'homme, le Vlaams Belang fait un peu tâche en fait, parce que on s'attendait pas à ce que ça arrive en Belgique, surtout en fait, dans ce pays capitale de l'Union Européenne. Et aussi, le Vlaams Belang montre au final que il existe des identités en Belgique. En Belgique, avant, on concevait la Belgique comme étant un pays sans identité et aussi une création artificielle. D'ailleurs, moi, dans mes cours, par exemple, beaucoup de profs me disaient « Oui, vous savez, en Belgique, c'est l'identité par soustraction. On est belge parce qu'on n'est pas néerlandais, parce qu'on n'est pas allemand et parce qu'on n'est pas français. Et parce qu'on n'est pas, on est wallon parce qu'on n'est pas flamand, on est flamand parce qu'on n'est pas wallon. » Et c'est notamment le tabou que lève le Vlaams Belang, et même un peu la NVA avec ça aussi, c'est qu'en fait, il y a une identité flamande. Il y a même clairement une identité flamande, qui est différente de l'identité wallonne et a fortiori un petit peu de l'identité bruxelloise. Et l'identité flamande, pourquoi est-ce qu'elle est différente? C'est déjà par la langue. C'est la langue néerlandaise. Une langue, c'est le véhicule d'une mentalité et même carrément d'un fonctionnement, en fait, d'un fonctionnement juridique même. Le droit anglo-saxon n'a rien à voir avec le droit francophone. Enfin, j'ai droit francophone, mais il n'y a pas de... Par exemple, il fut un temps, quand nous étions encore occupés par Guillaume d'Orange, donc par les Pays-Bas, nous allions avoir un projet de code civil, en fait, créé par Guillaume d'Orange, parce qu'il voulait se sortir du code napoléonien. D'ailleurs, nous sommes toujours sous le code napoléonien, en soi. Hein. Donc voilà, c'est un peu un tabou en Belgique, et ça recommence à être relevé maintenant. La NVA avait calmé un petit peu sur l'identitaire, et c'était le but pendant le mandat, il l'avait dit qu'il calmerait sur l'identitaire, voilà, le Vlaams Belang ressort le dossier identitaire. Est-ce que le Vlaams Belang est réellement une menace pour la démocratie? Moi je dirais pas plus que le PTB, hein. Vraiment pas plus. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, on fait toujours un parallèle un petit peu rapide entre l'extrême droite hitlérienne et le Vlaams Belang. Écoutez, on est loin du NSDAP, donc faut un petit peu se calmer sur les comparaisons hâtives. Donc voilà, on va se calmer un petit peu et arrêter d'hurler au fascisme à tout bout de champ, parce qu'au final on débat pas. Et c'est ça le problème, et c'est pour ça que le Vlaams Belang est arrivé en tête, est arrivé deuxième en Flandre, c'est parce qu'on ne débat plus, on ne débat pas, on ne parle plus. On a mis le cordon sanitaire en Belgique, on a fermé la gueule de tous les partis qu'on considérait comme étant trop d'extrême droite, et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu toute leur base qui a commencé à se chauffer entre elles, ce qui est tout à fait normal, hein. T'as pas droit à la parole, quand on te dit ferme ta gueule, t'es pas content. C'est exactement ce qui s'est passé, et puis maintenant on s'étonne de se ramasser un Vlaams Belang à 18%. Le Vlaams Belang est pas plus dangereux que le PTB, parce que je tiens quand même à vous rappeler une chose, certes certaines composantes du Vlaams Belang ont voulu buter des types, et ont voulu collaborer en 40-45, etc. Surtout quand on a été un parti qui a défendu le maoïsme. Et c'est là c'est ça qui m'étonne qu'on ne le ressorte même jamais par rapport au PTB. Les gars, le PTB, c'est un mouvement maoïste à la base. Alors certes, Mao a augmenté le niveau de culture de la population, ça a été un super succès économique, mais en attendant, la fin du maoïsme, c'est quand même des milliers de gens qui crèvent de faim, c'est des milices idéologiques qui butent des mecs, des tribunaux où on oblige les gens à s'humilier et à se faire exécuter. Faut arrêter avec ce monopole de la gentillesse attribuée à la gauche et à l'extrême gauche, c'est pas vrai. Et aussi, il y a un autre problème qui se pose, c'est que sous prétexte de protéger la démocratie, on va carrément interdire à 18% des Flamands de s'exprimer. 18% des Flamands, et éventuellement aussi au reste avec la NVA. Donc les gars, on va carrément se débarrasser d'un électeur flamand sur 3. Honnêtement, est-ce que c'est pas un déni de démocratie, ça? On peut pas, sous prétexte de défendre la démocratie, interdire des gens qui jouent le jeu de la démocratie. Donc ça c'est étonnant. Et aussi, un autre point, les gens qui s'offusquent du fait que le roi ait reçu le président du Vlaams Belang au palais. Or, tous ces gens-là qui s'en offusquent, ça va prendre 2 minutes, je vous invite à lire la Constitution, et je vous invite à vous intéresser sur le rôle du roi. Le roi, il doit être neutre, et le roi doit nommer des informateurs, des médiateurs, tout ce que vous voulez. Donc du coup, le roi est quand même bien obligé de voir les mouvements qui réussissent aux élections.
Donc en fait, au final, c'est arrivé en deuxième place du Vlaams Belang. Elle témoigne de plusieurs choses. Elle témoigne de l'inefficacité des partis traditionnels, de l'inefficacité du cordon sanitaire, qui n'a de sanitaire que le nom. C'est un cordon antidémocratique. Ça témoigne aussi d'une chose, c'est que l'illibéralisme arrive également en Belgique. Il n'y a plus qu'à voir si ça va prendre en Wallonie. Et c'est ça la question aussi qu'on va se poser à la fin, c'est, au final, est-ce qu'un bloc identitaire pourrait être créé en Wallonie? Je pense pas. En tout cas, pas avant un gros travail. Pas avant un gros travail philosophique et culturel. C'est-à-dire que quand on parle d'identité flamande, c'est parlant tout de suite. On a quand même des grandes idées qui nous viennent en tête, et même historiquement, on a beaucoup plus facile d'identifier le mouvement flamand que le mouvement wallon. Pourquoi? C'est une question de culture et d'éducation. En Wallonie, la culture politique est tellement basse, tellement mauvaise, qu'on ne reconnaît pas le mouvement wallon en tant que tel, alors qu'il y a eu longtemps aussi un séparatisme wallon. Mais ça, on l'oublie assez peu dans l'histoire. Donc voilà, il y a tout ce point de vue-là aussi. Et c'est ça qui est pas tellement étonnant dans ce cassage de gueule généralisé dans l'extrême droite et la droite radicale francophone. Le Parti populaire qui perd son seul député, la liste de steak qui se vautre, le mouvement Nation qui stagne, la fameuse liste 22, là, les Belges d'abord, en fait qui à l'époque d'ailleurs était la Wallonie d'abord, donc comme quoi c'est un mouvement séparatiste wallon qui ne marche pas. Il y a tout un travail culturel à faire derrière. Susciter, en fait, exalter l'identité wallonne, tout comme le Vlaams Belang ou la NVA ont réussi à le faire avec l'identité flamande. Alors beaucoup de gens vont dire que c'est mauvais. Ça dépend comment on le fait. Voilà ce qui se passe quand je dépasse la limite d'enregistrement de mon appareil photo. Alors, en gros, tout ce que j'ai à vous dire au final, c'est calmons-nous, posons-nous, discutons, débattons. Parce qu'il y en a un petit peu marre de ces gens qui, désolé, les triangles Passaran et tout ça, que ces gens ne respectent la démocratie que quand elle amène au pouvoir les gens qu'ils apprécient ou qu'ils détestent le moins. Dire oui, t'as voté Vlaams Belang, t'es un fasciste, t'es un fils de pute, je vois pas l'intérêt idéologique qu'il y a derrière, je vois pas l'intérêt... C'est pas en hurlant aux fascistes qu'on va réussir à faire diminuer le Vlaams Belang, bien au contraire. On l'a vu dans l'histoire. Donc voilà. J'ose espérer que ça vous aura plu, j'ose espérer que ce monologue incessant, long, chiant, tout ce que vous voulez, vous aura quand même amené quelque chose. Et voilà, et on se retrouve pour une autre vidéo. J'ose espérer que vous serez au rendez-vous. N'hésitez pas à partager cette vidéo autour de vous, n'hésitez pas à m'insulter, n'hésitez pas à débattre, n'hésitez pas à venir me trouver. Je suis tout à fait ouvert au débat. Ce fut Margoulax. Salut les gars!